L'horloge, la télécommande, le canapé et même la tasse posée sur mon bureau semblaient me fixer, enregistrer chacun de mes gestes. Je me suis convaincu un jour que l'une des veines dans mon œil n'était pas une veine du tout, mais un ver. Un ver qui se frayait lentement un chemin vers mon cerveau, le rongeant de l'intérieur, et c'était pour ça que j'avais des maux de tête si fréquents. Je pouvais presque le sentir se déplacer, s'enroulant autour de mes nerfs, serrant et relâchant. Ça m'obsédait. J'avais cette sensation constante de pression derrière l'œil, comme un petit battement régulier, et ça ne partait jamais. J'ai passé des heures à fixer mon reflet dans le miroir, les yeux grands ouverts, cherchant à voir quelque chose bouger, un signe, n'importe quoi qui confirmerait ce que je ressentais. Mais ce n'est pas tout. Ces douleurs vives et soudaines que je ressens parfois? Ces démangeaisons brusques sur la peau? C'est parce que des insectes rampent sur moi, sous ma peau, ou se cachent dans mes vêtements. Parfois, je suis assis tranquillement, et une douleur aiguë me traverse le pied ou la jambe, comme une piqûre, et je ne peux m'empêcher de penser, c'est un autre, encore un qui m'a mordu. Même si je sais que c'est irrationnel, la peur prend le dessus. Il y a ce moment de panique où je me lève précipitamment, m'agite dans tous les sens pour me débarrasser de ce que je crois sentir ramper sur moi, bien que personne d'autre ne voie quoi que ce soit. J'ai développé une routine presque maladive autour de ça. Avant de mettre mes chaussures, je prends une lampe torche et je vérifie minutieusement l'intérieur. Je les retourne, secoue les semelles, éclaire chaque recoin, chaque pli. Il n'y a jamais rien, bien sûr, mais ça ne change rien. J'ai toujours ce doute persistant. Et même après avoir enfilé mes chaussures, il m'arrive encore de devoir les enlever et recommencer tout le processus. Un chatouillement sur mon orteil, et je suis déjà en train de les retirer à la hâte, mon cœur battant à tout rompre, sur d'y trouver un insecte caché. C'est épuisant, ce cycle de vérification, ce besoin de m'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui se faufile en douce. Parfois, je m'endors en imaginant des petites bêtes sortir de mon oreille, grimper le long de mon crâne, et s'enfoncer dans ma peau. Ces pensées deviennent si envahissantes que j'ai commencé à me méfier de mes propres sensations. Un simple frottement de tissu contre ma jambe devient suspect, une piqûre d'insecte devient la preuve d'une infestation invisible. Je me gratte jusqu'à m'irriter la peau, m'infligeant parfois plus de blessures que ce que l'insecte imaginaire pourrait causer. J'ai essayé d'en parler, de dire aux autres ce que je ressens, mais on me répond toujours la même chose, c'est juste ton esprit qui te joue des tours. Ou alors, tu te fais des films. Je comprends ce qu'ils veulent dire, mais pour moi, ce n'est pas une simple pensée ou un cauchemar qui se dissipe au matin. C'est réel. À chaque sensation, chaque douleur, je revis la même scène, ce même doute, cette même terreur sourde. Je sais qu'il y a de fortes chances que tout soit dans ma tête. Que ce ver n'existe pas, que ces insectes ne rentrent pas sous ma peau. Mais ça ne rend pas la sensation moins réelle, ça ne rend pas l'angoisse moins intense. À chaque douleur, je replonge. Alors je continue à vérifier, à inspecter, à m'assurer que rien ne se cache là où je ne peux le voir. Parce qu'aussi irrationnel que cela puisse paraître, l'idée de ne pas vérifier, de ne pas m'assurer qu'il n'y a rien, est encore plus terrifiante que le cauchemar lui-même. Un de mes amis à la fac était schizophrène. Je ne savais pas qu'il était malade à l'époque, alors ce qui s'est passé cette nuit-là m'a vraiment bouleversé. On traînait tous les deux dans sa chambre de résidence, il devait être autour de 23 heures, peut-être minuit. Tout était tranquille. On discutait, regardait des vidéos, une soirée habituelle. Puis il s'est levé pour aller aux toilettes. Rien d'étrange jusque-là. Mais quand il a ouvert la porte, il s'est arrêté net, fixant le couloir vide avec une intensité qui m'a tout de suite inquiété. Il restait planté là, comme paralysé. Finalement, il m'a demandé, la voix hésitante, de venir le rejoindre à la porte. Il voulait que je lui dise si je voyais ou entendais quelque chose de bizarre. Je l'ai rejoint, perplexe, et j'ai regardé le couloir. Rien d'anormal. Les néons éclairaient chaque recoin comme d'habitude. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien d'étrange. Il m'a alors demandé, presque en chuchotant, si j'entendais un bruit. J'ai tendu l'oreille, mais je n'entendais rien. Non, je n'entends rien, ai-je répondu. C'est alors qu'il m'a dit qu'il percevait un bruit de pleurs étouffés, ou peut-être une dispute,
quelque chose de confus, comme si des voix chuchotaient au bout du couloir. Puis, il m'a avoué que le couloir lui semblait plongé dans le noir complet. Un noir absolu. Pas juste sombre, pas faiblement éclairé, non, il disait qu'il voyait un abîme noir devant lui alors que, pour moi, tout était parfaitement illuminé. À cet instant, j'ai vu qu'il tremblait. Il était tellement terrifié que ça m'a glacé le sang. Je me suis mis à paniquer aussi, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. On était tous les deux au bord des larmes. Je ne savais pas qu'il était malade, et je crois qu'à ce moment-là, lui non plus ne savait pas encore vraiment ce qui lui arrivait. Finalement, je l'ai pris par le bras et je l'ai accompagné jusqu'aux toilettes, chacun de mes pas résonnant dans ce couloir qu'il percevait comme un gouffre menaçant. Je ne lâchais pas sa main, j'avais l'impression que s'il me quittait des yeux, il pourrait se perdre dans cette obscurité imaginaire. Après l'avoir attendu devant la porte, je l'ai raccompagné dans sa chambre, mais il était toujours aussi nerveux. Il continuait d'entendre ses pleurs, ces chuchotements lointains qui semblaient venir des murs eux-mêmes. Il jetait des coups d'œil apeurés vers la porte, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un en surgisse à tout moment. Je ne pouvais pas le laisser seul dans cet état. Je suis resté avec lui toute la nuit. J'étais moi-même pétrifié. Chaque craquement, chaque bruit de pas dans le couloir me faisait sursauter. On est resté assis sur son lit, les yeux rivés sur la porte, silencieux. J'essayais de lui parler doucement, de le rassurer, mais je ne savais pas quoi dire. Comment rassurer quelqu'un qui voit des choses que tu ne vois pas, qui entend des bruits que tu n'entends pas? Il a fini par s'endormir au petit matin, épuisé, les yeux rougis par les larmes et la peur. J'ai quitté sa chambre discrètement, encore sous le choc. Pendant des semaines, je me suis demandé s'il avait voulu me faire une mauvaise blague, s'il avait essayé de me faire peur pour le plaisir. Mais son regard cette nuit-là, ce tremblement incontrôlable de ses mains, ce n'était pas du jeu. C'était une terreur profonde, authentique. Peu de temps après cet incident, il a commencé à voir un thérapeute et a été diagnostiqué schizophrène. Il a entamé un traitement, a pris des médicaments, et ses symptômes ont fini par s'atténuer. Mais cette nuit-là, je pense qu'elle a marqué un tournant pour lui, le moment où il a compris que ce qu'il voyait et entendait n'était pas normal. Ce n'était pas une blague, ni une imagination débordante. C'était sa propre réalité qui se déformait. Mes premiers symptômes ont été des illusions visuelles et auditives, principalement des voix. Au début, je n'entendais rien d'autre, juste des conversations. Je me suis rendu compte que quelque chose clochait lors d'un échange banal avec mes amis. On discutait tranquillement lorsqu'une personne que je ne connaissais pas s'est soudainement jointe à notre conversation. Comme personne n'a réagi, j'ai supposé que c'était juste moi qui ne connaissais pas ce nouvel arrivant, alors j'ai continué à parler comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, mes amis m'ont regardé, interloqué, et m'ont demandé avec qui je parlais. Je leur ai montré le « nouveau venu » en face de nous. Il m'a même fait un petit signe de la main, comme pour confirmer sa présence. C'est à ce moment-là que j'ai compris, au milieu de leur silence et de leur regard perplexe. J'étais le seul à voir cet homme. Il n'existait pas. Sur le moment, je me suis sincèrement dit que mes amis avaient perdu la tête, et non l'inverse. Ils refusaient de voir quelqu'un qui se tenait juste là, à quelques mètres de nous. C'était impensable pour moi. Mais après plusieurs incidents similaires, le verdict est tombé, schizophrénie. Et c'est là que tout a pris une tournure étrange. Après le diagnostic, cet homme a commencé à m'accompagner régulièrement, apparaissant de temps à autre. Il a fini par me dire, ou du moins, je l'ai entendu me dire qu'il acceptait d'être une partie de mon imagination. Ou alors, plus précisément, je me suis inventé un personnage qui, lui-même, acceptait d'être le fruit de mon imagination. C'est presque ironique quand on y pense. À quel point peut-on se perdre dans les méandres de son propre esprit? La psychologie liée à la schizophrénie est vertigineuse. Se convaincre que quelque chose n'existe pas alors qu'on le voit clairement, accepter que sa propre perception soit fausse, c'est comme tenter de se persuader que le ciel n'est pas bleu alors qu'on l'a toujours vu ainsi. Cette frontière entre le réel et l'imaginaire, elle est devenue floue pour moi. Parfois, je me demande si je l'ai jamais distinguée clairement. Je me suis réveillé de nombreuses fois dans ma vie, convaincu que des événements avaient eu lieu alors qu'ils n'étaient jamais arrivés. Ce n'est que parfois,
même des années plus tard, que je réalise que ce que je croyais s'être produit n'a jamais existé. Cette confusion entre rêve et réalité est omniprésente dans ma vie, et il m'arrive souvent de douter de mes propres souvenirs. Je suis auteur-compositeur, et il m'arrive souvent de me réveiller avec des chansons entièrement formées dans mon esprit. Non seulement des couplets, mais aussi des refrains, des rythmes, des mélodies, tout est complet, comme si j'avais passé la nuit à les composer dans un coin de mon cerveau. Pendant longtemps, j'ai cru que ces morceaux étaient des bribes de chansons que j'avais dû entendre quelque part, à la radio ou dans un film. J'étais persuadé qu'il s'agissait de fragments musicaux que mon cerveau avait retenus sans que je m'en rende compte. Mais au fil du temps, j'ai fini par comprendre qu'ils étaient en fait des créations originales. J'ai commencé à les attraper, au vol, à les noter dès mon réveil. Une fois, je me suis réveillé en pensant que j'avais arraché, nerveusement, tous les poils de la moitié de l'un de mes sourcils. J'ai passé une semaine entière à marcher dans la rue, à aller au travail, totalement obnubilé par ce trou imaginaire dans mon sourcil, à attendre désespérément que les poils repoussent. Je me sentais horriblement gêné, convaincu que tout le monde remarquait cette partie manquante de mon visage. Je me faisais des réflexions du genre, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que c'était de l'anxiété? Je ne comprends pas, mais à la fin de la semaine, je me suis enfin décidé à vraiment regarder dans le miroir, pour voir l'état de mes sourcils. Et là, je me suis rendu compte que rien n'avait changé. Pas un seul poil n'avait été arraché. Mon sourcil était intact, exactement comme avant. C'est alors que j'ai compris, j'avais dû rêver cet incident, mais je l'avais cru tellement fort que j'avais intégré ce faux souvenir dans ma réalité. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Cette confusion entre le rêve et la réalité est presque comme une seconde nature. Parfois, je suis persuadé d'avoir eu une conversation importante avec quelqu'un, d'avoir fait un choix décisif ou d'avoir vécu une expérience marquante. Puis, des mois plus tard, je réalise que ce moment n'a jamais eu lieu. Ces souvenirs fictifs sont parfois si détaillés, si réalistes, que je me demande comment mon esprit parvient à les fabriquer. Je crois que c'est cette ambiguïté constante entre ce qui est vrai et ce qui est faux qui rend tout si déroutant. Mon esprit, parfois, me piège. Je peux passer des jours à m'en vouloir pour quelque chose qui n'a jamais existé, ou à chercher des traces d'événements qui ne se sont jamais produits. J'en viens à remettre en question mes propres perceptions, à douter de chaque chose que je crois savoir. Mais il y a une part fascinante dans tout ça, aussi étrange que cela puisse paraître. Ces rêves, ces souvenirs inventés, me donnent parfois des idées de chansons ou de textes que je n'aurais jamais pu imaginer autrement. Peut-être que ce chaos intérieur alimente aussi ma créativité, me permettant de transformer ces moments de confusion en quelque chose de tangible, en musique ou en paroles. C'est comme si mon esprit, en déformant la réalité, me donnait des clés pour ouvrir des portes inconnues. Je me préparais pour une sortie en camping avec ma famille quand j'ai entendu quelqu'un me dire « Tu fais ça mal ». J'étais seul dans le garage, en train de préparer le bateau, et ce murmure glacial m'a figé sur place. Mon sang s'est glacé. J'ai levé la tête, cherchant autour de moi, convaincu que quelqu'un devait être là, en train de me faire une mauvaise blague. Mais il n'y avait personne. Rien. Juste moi et ce silence angoissant qui s'installait. Les 4 mois suivants ont été un véritable enfer à la maison. J'ai commencé à voir des gens un peu partout chez moi, au travail, même dans mon jardin. Ils ne parlaient pas, ils ne faisaient rien d'autre que me fixer ou traverser les pièces furtivement, comme des spectres silencieux. Ils se tenaient dans les coins de la maison, ou apparaissaient soudainement dans l'encadrement d'une porte. Chaque fois, mon cœur manquait un battement. Je vivais dans un état de peur permanent, l'angoisse me nouait l'estomac jour et nuit. J'étais persuadé que ça finirait par passer, que c'était juste le stress ou la fatigue, mais rien n'a changé. En fait, ça empirait de jour en jour. Puis, les voix sont devenues plus insistantes. Plus sombres. Elles ont commencé à chuchoter des horreurs inimaginables, me disant de faire du mal à ceux que j'aimais le plus au monde. Tue-les, ta femme et ta fille, fais-le. J'étais terrifié, paralysé par l'angoisse et la culpabilité. Je savais que ce n'était pas moi, que ce n'était pas ma voix, mais c'était là, dans ma tête. Tous les jours. J'avais peur de parler de tout ça à ma femme, peur de ce qu'elle penserait de moi, peur de perdre ma famille, peur qu'elle me considère comme un danger pour elle et notre fille.
Mais je ne pouvais plus continuer comme ça. J'avais atteint ma limite. Je lui ai tout avoué un soir, le cœur battant à tout rompre, tremblant de chaque mot qui sortait de ma bouche. J'ai cru qu'elle allait fuir, me regarder comme un monstre, mais au lieu de ça, elle a posé une main sur la mienne, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'on trouverait une solution, ensemble. Elle m'a accompagné à tous mes rendez-vous chez le médecin, m'a soutenu quand j'ai dû être hospitalisé pendant quelques jours pour ajuster mon traitement. Peu à peu, les voix ont commencé à s'estomper, les silhouettes se sont effacées. Je pouvais enfin respirer à nouveau, sans la peur constante de ce que j'allais entendre ou voir. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Les médicaments ont aidé à stabiliser la situation, et ces manifestations, les voix, les visions ont presque entièrement disparu. De temps en temps, il m'arrive encore d'apercevoir quelque chose du coin de l'œil, ou d'entendre un murmure lointain qui semble provenir de nulle part. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas réel. Je respire, je me concentre sur ce que je fais et j'ignore ces illusions. Je n'y prête plus attention. Je n'aurais jamais pu traverser ça seul. C'est grâce au soutien de ma femme, à sa compréhension et à sa présence que j'ai pu reprendre pied. Cette épreuve a changé beaucoup de choses, mais elle m'a aussi appris que, même dans le pire des cauchemars, il y a parfois une main tendue pour vous ramener à la réalité. Quand j'avais 12 ans, j'étais terrifié par les araignées dans ma chambre. Ma mère pensait que c'était simplement parce que j'avais peur des araignées, mais en réalité, ce n'était pas ça. Une araignée seule ne me dérangeait pas. Ce qui me terrifiait, c'était cette certitude qu'elles complotaient ensemble pour me faire du mal. Elles n'étaient pas juste là par hasard, celles au plafond, sur les murs, semblaient coordonner chacun de leurs mouvements, comme un groupe qui planifiait une embuscade. Un jour, j'ai faim d'être malade et je suis resté au lit, incapable de sortir. Il y avait une araignée juste au-dessus du cadre de ma porte, et une autre près de l'interrupteur de la lumière. Je me suis dit que si je faisais un seul pas hors du lit, elle se jetterait sur moi. Je pouvais presque sentir le piège se refermer. Une autre fois, sous la douche, une pensée soudaine s'est imposée à moi, j'étais mort. C'était dit avec une telle conviction que je n'ai pas eu le moindre doute. J'ai réagi instinctivement, vérifiant mon reflet dans le miroir, parce que, dans les films, les morts n'ont pas de reflet, non ? J'ai fini ma douche comme d'habitude, mais une fois dans le salon, quand je me suis assis avec ma famille, personne ne m'a vraiment prêté attention. Comme s'ils ne pouvaient pas me voir. J'ai pris ça comme une confirmation, j'étais bel et bien mort. Je suis retourné me coucher, acceptant l'idée que j'avais quitté ce monde. Et toute la nuit, j'ai vécu avec cette conviction. Ce n'est qu'au matin, quand la lumière du jour m'a ramené à la réalité, que j'ai compris que j'étais toujours en vie. Ces anecdotes semblent presque légères en comparaison avec ce qui s'est passé plus tard. Le seul symptôme qui a toujours été présent, c'est la musique. J'entends de la musique presque 24 heures sur 24. Pour moi, c'était normal. Je pensais que tout le monde avait ce fond musical permanent. Je ne m'étais jamais demandé pourquoi les autres avaient besoin de porter des écouteurs. Je n'ai réalisé que bien plus tard que ce que j'entendais n'était pas normal, que c'était une sorte de bande-son que mon esprit avait fabriquée. Puis, vers l'âge de 17 ans, les choses ont commencé à se dégrader sérieusement. J'ai commencé à devenir paranoïaque. Pas un peu, pas légèrement méfiant, non, profondément paranoïaque. J'avais un petit appartement au 2e étage d'un immeuble, et je gardais les stores fermés en permanence. Les fenêtres aussi, toujours closes. Je m'attendais à chaque instant à ce qu'une grenade soit lancée par une fenêtre. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque mouvement dehors me mettait en alerte. Je détestais sortir, rencontrer des gens. Il y avait trop de monde, trop de menaces possibles. Je passais mon temps à élaborer des stratégies pour éviter les gens quand je marchais sur le trottoir. Je scrutais les fenêtres, les toits, à la recherche de tireurs embusqués. J'étais tellement convaincu qu'un danger invisible se cachait derrière chaque coin que je préférais marcher plutôt que de prendre le bus. Un jour, il y avait trop de monde dans le bus que je devais prendre. J'étais tellement terrifié que je n'ai pas pu monter. Je suis rentré chez moi à pied, parcourant près de 40 km au lieu de supporter la foule. À un moment, la frontière entre la réalité et le délire s'est effacée. Je me souviens d'un moment en particulier,
où je marchais sur un sentier et j'essayais désespérément de comprendre où se terminait le sol et où commençait l'air. Les pierres sous mes pieds semblaient se fondre dans l'atmosphère, et je n'arrivais plus à distinguer les contours de ce qui était réel. C'était comme si mon esprit n'arrivait plus à déterminer ce qui existait vraiment et ce qui n'était qu'une illusion. Peu de temps après, j'ai fini par craquer complètement. Tout ce qui faisait sang a explosé en 1000 morceaux, et j'ai dû me reconstruire, petit à petit. J'ai cherché de l'aide, commencé une thérapie, pris des médicaments. C'était un long processus de réapprentissage de ce que signifiait être moi sans cette peur dévorante, sans cette distorsion de la réalité. Ma mère travaillait dans une maison de transition pour personnes souffrant de troubles mentaux, mais suffisamment autonomes pour fonctionner dans leur quotidien. Ils menaient une vie relativement stable, mais parfois, certains arrêtaient leur traitement. C'est à ce moment-là que tout basculait et qu'ils recommençaient à sombrer dans leur maladie. Je me souviens d'une fois en particulier. Une femme a appelé en panique, criant au téléphone. Elle était complètement terrifiée parce qu'elle était persuadée qu'il y avait des démons dans ses chaussures. Elle pleurait, suppliait, répétait encore et encore que ces créatures maléfiques attendaient le moment où elle enfilerait ses chaussures pour s'insinuer dans son corps. D'après elle, dès qu'elle mettait ses pieds dans les chaussures, les démons se glissaient sous ses ongles, grattant, grignotant la chair, pour remonter le long de ses jambes. C'était une douleur et une sensation qu'elle ressentait vraiment. Elle disait qu'elle les sentait ramper sous sa peau, s'installer dans ses mollets, puis grimper encore, toujours plus haut, envahissant lentement son corps. À chaque pas qu'elle faisait, ses choses se tortillaient en elle, s'ancrant dans ses muscles, ses veines, jusqu'à la paralysie. Elle hurlait que les démons allaient finir par atteindre son cœur, le ronger de l'intérieur, prendre possession de son esprit, et la condamner à un tourment éternel. À ce stade, elle refusait catégoriquement de mettre ses chaussures, même pour sortir de la maison. Elle était tellement convaincue de la présence de ces créatures qu'elle restait figée sur place, pétrifiée par la terreur. Je crois que j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas autour de mes 19 ans. Le problème avec la schizophrénie, c'est que les hallucinations semblent tellement normales qu'on n'a pas conscience qu'elles ne devraient pas être là. La première fois que j'ai entendu cette voix, une femme qui me parlait sans que je puisse la voir, je n'ai même pas réalisé que ce n'était pas réel. Pour moi, il y avait vraiment quelqu'un qui me parlait, un peu comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ce qui complique encore plus les choses, c'est que je ne suis toujours pas sûr de ce qui, dans ma dépression et mon profond mal-être, venait de ma relation abusive ou de la schizophrénie. Tout ce que je sais, c'est que vers mes 19 ans, tout a éclaté d'un coup. Je n'arrivais plus à gérer tout ce qui se passait. Je me sentais de plus en plus déconnecté de la réalité, comme si le monde autour de moi devenait flou, distant. Je me suis mis à agir bizarrement, comme envoyer des messages cryptiques aux amis de mon ex. Je n'avais plus le contrôle. Tout se détériorait lentement, et je m'enfonçais de plus en plus. Les signes étaient là, mais je ne les voyais pas. Les gens autour de moi me disaient que je m'absentais mentalement, que je perdais des morceaux de temps. Par exemple, je pouvais rester figé devant une fenêtre pendant 1 heure, immobile, alors que des inconnus dehors me regardaient, se demandant ce que je faisais. Ou encore, il y a eu cet incident un jour, j'ai écrasé une cigarette allumée sur mon pied nu. Je n'ai rien senti, rien remarqué, comme si c'était un geste normal. Dans ma tête, à ce moment-là, je pensais que je marchais simplement sur un trottoir, perdu dans mes pensées. Je n'avais pas conscience de ce que je faisais à mon propre corps. C'était comme si mon esprit créait une réalité alternative, un monde où ces comportements étaient anodins, normaux. Chaque petit événement étrange venait s'ajouter au précédent, jusqu'à ce que tout s'accumule au point où je sentais que je perdais complètement pied. J'avais l'impression de devenir folle. J'ai fini par aller voir un médecin. Il m'a d'abord diagnostiqué une dépression sévère et une psychose légère. Mais plus tard, ce diagnostic a été modifié, trouble schizo-affectif avec dépression. En gros, une forme de schizophrénie combinée avec un trouble de l'humeur. C'est difficile à vivre, vraiment. Même avec les médicaments, je ne me sens jamais tout à fait normal. Il y a toujours cette sensation persistante d'étrangeté, ce doute qui s'installe, cette peur de ne jamais savoir si ce que je perçois est vrai ou non. C'est épuisant de vivre avec cette incertitude constante.
Quand je pense à tout ce que j'ai traversé, je me dis que je suis encore là, mais ce n'est pas toujours facile de ne pas se laisser submerger. Parfois, je regarde les gens autour de moi et je me demande ce que c'est que d'avoir une vie sans ce brouillard mental, sans cette lutte intérieure permanente pour distinguer la réalité de l'imaginaire. Je viens à peine de trouver un traitement qui fonctionne. Ça m'a pris 2 ans, 2 longues années d'essais et d'échecs, avant de tomber sur des médicaments qui me conviennent. Les effets secondaires ne sont pas aussi terribles que les précédents, et c'est déjà un grand soulagement, mais franchement, ça reste loin d'être idéal. Le pire, je pense, c'est que cette maladie te pousse à agir d'une manière que personne ne comprendra jamais. Tu finis par croire dur comme fer à des choses complètement insensées, et tout le monde autour de toi pense que tu délires, mais pour toi, c'est la réalité. Les épisodes paranoïaques sont absolument horribles. Imagine ressentir que tout le monde veut te tuer, littéralement. Je sais que cette phrase est souvent utilisée à tort et à travers, mais imagine un instant, tu te crois pourchassé par quelqu'un qui veut vraiment ta peau. Et peu importe où tu vas, chaque personne croisée à un coin de rue te semble être une menace. Cette peur t'envahit et ne te lâche plus. Ce sentiment de terreur constante est insupportable, mais ce qui le rend encore pire, ce sont les réactions des autres. Mes parents n'avaient aucune idée de ce que je vivais. Je pensais que si je parlais de mes hallucinations, de ces conspirations insensées auxquelles je croyais, je risquais de mourir. Alors, je cachais tout. Quand je commençais à paniquer, je me réfugiais dans un coin, essayant de masquer mes crises d'angoisse, et chaque tentative de mes parents pour m'aider ne faisait qu'aggraver ma panique. Ce qui me tue le plus, c'est l'isolement social. Ça te détruit. Les gens te fuient, ne te comprennent pas, te jugent. Et cet isolement, au lieu de t'aider, nourrit encore plus tes délires. Parce que plus tu es seul, moins il y a de personnes autour de toi pour te dire que ce que tu penses est fou. Et sans personne pour te ramener à la réalité, tu t'enfonces encore plus dans ce monde de peur et de méfiance. Je me souviens de toutes ces nuits où je restais éveillé, persuadé que j'étais en danger, que quelque chose d'horrible allait m'arriver. Mon esprit tournait à toute vitesse, incapable de s'arrêter. Je suranalysais tout, chaque bruit, chaque mouvement. J'entendais des choses qui n'existaient pas, et je ne pouvais pas m'empêcher de croire qu'elles étaient réelles. Puis, il y a les délires de grandeur. Tu te crois puissant, tu penses être un génie ou posséder des capacités surnaturelles. Ces délires te poussent à faire des choses insensées, parfois extrêmement dangereuses, et tellement humiliantes quand tu t'en rends compte après coup. Ces souvenirs restent gravés, et la honte te ronge, te rappelant à quel point tu as perdu le contrôle. Quand j'ai enfin trouvé le courage de parler de ce que je vivais, ça a été encore un autre coup dur. Les gens pensaient que je mentais, que j'inventais. Ça fait mal, très mal, de s'ouvrir sur ses problèmes, d'exposer ses faiblesses, et de se faire repousser, voire ridiculiser. Ce n'est pas juste, ce n'est pas humain. Et pourtant, c'est ce qui arrive. La schizophrénie, ce n'est pas juste un concept de film ou de musique. Ce n'est pas un simple mot qu'on utilise à la légère. C'est une réalité crue, une réalité qui blesse profondément. Si quelqu'un dans votre entourage trouve la force de vous parler de ses troubles, de vous dire qu'il voit ou entend des choses qui n'existent pas, soyez patient, ne paniquez pas, et surtout, acceptez que c'est réel pour lui. Parce que cette maladie, elle est bien là, dans notre monde, et elle fait des ravages. J'ai entendu des gens dire, « J'aimerais bien être schizophrène. » Oui, on m'a vraiment sorti ça. Et c'est la chose la plus insultante qu'on puisse dire. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça signifie. Parce que personne ne devrait jamais vouloir ça. La souffrance, la confusion, la peur, c'est un combat de chaque instant. Je pourrais sans doute mieux expliquer tout ça, trouver les bons mots si je prenais plus de temps, mais là juste d'en parler, ça me secoue. Ça fait ressortir toutes ces émotions. Alors ouais, voilà. Ça craint, vraiment. J'ai passé 30 minutes à me tenir au-dessus de mon petit ami endormi, un oreiller à la main. Il est un gros dormeur, il ne se serait probablement jamais réveillé. J'aurais pu le tuer. J'ai failli le faire. Ce n'est que lorsqu'il a bougé légèrement que j'ai été brusquement ramené à la réalité. La peur m'a envahi. Sans réfléchir,
je l'ai secoué pour le réveiller, lui ai demandé de rentrer chez lui. Il m'a regardé, confus, incapable de comprendre pourquoi je le mettais dehors au beau milieu de la nuit. Mais je n'avais pas le courage de lui expliquer. Je devais agir, et vite. Dès qu'il est parti, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la clinique de mon psychiatre. Je suis resté 10 minutes à attendre qu'une infirmière décroche. Je suivais déjà un traitement pour la dépression, mais il était évident que quelque chose avait basculé cette nuit-là. Quelque chose de bien plus grave. J'ai pris rendez-vous en urgence, pris mes clés et ai conduit en trombe jusqu'à la clinique. J'ai attendu 3 heures, figé sur cette chaise inconfortable de la salle d'attente, mon esprit en boucle sur ce que j'avais failli faire. 30 minutes. 30 minutes durant lesquelles une part de moi avait sérieusement envisagé de commettre l'irréparable. Quand mon tour est enfin arrivé, j'ai tout raconté au médecin. Ma voix tremblait, mon corps semblait sur le point de s'effondrer. Je lui ai décrit chaque détail, la façon dont j'étais resté là, figé, à fixer son visage endormi, à me demander si je devais l'étouffer. Je lui ai dit à quel point c'était terrifiant de se retrouver piégé dans ses propres pensées, incapable de s'échapper de cette impulsion. Je ne pouvais même pas expliquer d'où cela venait. Je n'avais jamais ressenti un tel flot de violence auparavant. Le médecin a écouté attentivement, m'a posé des questions, et finalement, il m'a rédigé une ordonnance. J'ai quitté son bureau en courant presque, me précipitant vers la pharmacie la plus proche. J'ai pris les médicaments sans réfléchir, juste après les avoir récupérés. Je savais que je ne pouvais pas me permettre de tergiverser. C'était une question de vie ou de mort, autant pour moi que pour ceux que j'aimais. Depuis ce jour-là, je m'efforce de rester scrupuleusement sous traitement. Je ne prends plus de risques, je suis chaque indication à la lettre. Je crois que ce qui a rendu tout ça plus effrayant, c'est que je n'étais pas totalement ignorante en matière de santé mentale. J'ai grandi en voyant ma mère lutter contre ses propres démons. Elle avait ses crises, ces moments où elle n'était plus elle-même, et je savais très tôt que quelque chose chez elle n'allait pas. Quand j'ai commencé à aller mal, j'ai tout de suite reconnu certains signes. Ça m'a permis de réagir rapidement, d'aller chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette nuit-là, j'ai compris à quel point ça pouvait dégénérer rapidement, même en étant conscient du problème. Si je n'avais pas su réagir, si je n'avais pas eu le réflexe de consulter en urgence, il ne serait probablement plus en vie aujourd'hui. Ça me hante encore de penser que j'aurais pu lui ôter la vie. Juste comme ça. Sans raison. Simplement parce que mon esprit avait décidé de prendre le contrôle. Aujourd'hui, chaque fois que je le revois, chaque fois qu'il me sourit, je me souviens de cette nuit de 2008 et de ce qui aurait pu arriver. Je ne lui en ai jamais reparlé. Je ne pense pas qu'il se doute une seule seconde de ce qui a failli se produire ce soir-là. Et c'est mieux comme ça. Je préfère qu'il ne sache pas. Je préfère porter cette culpabilité seule, avec la conscience que mes médicaments m'empêchent de retomber dans cet abîme. Je travaille comme aide-soignante dans un centre de soins spécialisé. Nous accueillons de nombreux résidents atteints de schizophrénie. Chacun a ses particularités, ses histoires, et malgré leur comportement parfois étrange, ils sont des personnes profondément humaines et touchantes. Par exemple, il y a une dame qui parle souvent de la « fée bleue » qui, selon elle, lui vole ses affaires. Pourtant, c'est une vraie douceur, toujours souriante et aimable la plupart du temps. C'est difficile de ne pas s'attacher à elle. Puis, il y a cette autre femme qui cumule de nombreux troubles mentaux, mais c'est sa schizophrénie qui prend le dessus. Elle est très difficile à comprendre parce qu'elle parle en phrases décousues, mélange les mots et ne parvient pas à aligner ses pensées de manière cohérente. Elle est obsédée par Dieu et le diable. C'est très courant chez les schizophrènes, ils perçoivent souvent les voix qu'ils entendent comme étant celles de Dieu, du diable ou des deux. Un jour, elle a écrit une lettre à Jésus, affirmant qu'elle était encore vierge. Pourtant, c'est une mère de 3 enfants. Un autre résident se fait appeler le sorcier Starcraft. Il porte une cape de magicien et écoute du heavy metal en boucle, presque jour et nuit. C'est quelqu'un de vraiment sympathique. Il vit désormais seul, de manière autonome, et je sais qu'il va beaucoup me manquer. Il y avait aussi un homme, qui souffrait d'un retard de développement en plus de sa schizophrénie. Il criait souvent des « tais-toi » à tout moment, ce qui pouvait sembler déroutant,
mais tout a pris sens quand j'ai compris qu'il répondait en fait à des voix que lui seul entendait. Mais s'il y a bien une personne qui m'a marqué plus que les autres, c'est un homme particulièrement obsédé par la religion. Il pouvait réciter de longs passages de la Bible par cœur, comme s'il les avait gravés dans sa mémoire. Il était hyper concentré, fixant les autres avec une intensité qui mettait mal à l'aise. Avec les femmes, c'était encore plus compliqué, car il devenait parfois agressif verbalement, les accusant d'être des incarnations de la prostituée de Babylone, envoyée par le diable pour lui voler son âme. Un autre jour, il a refusé de prendre un bain, car il croyait que lorsque l'eau s'écoulerait dans le siphon, les âmes de ses amis disparaîtraient avec, finissant en enfer. Lors de mon premier jour avec lui, il m'a accusé d'avoir mis un serpent dans son lit. La situation était si surréaliste que l'infirmière a dû vérifier mes poches, comme si j'avais réellement pu y cacher un serpent. Mais ce qui est incroyable avec lui, c'est que, la plupart du temps, il restait simplement assis dans sa chambre, chantant des hymnes religieux ou essayant de peindre calmement. Il y a cette idée fausse que ces personnes sont dangereuses, mais en réalité, elles sont bien plus une menace pour elles-mêmes que pour quiconque d'autre. C'est justement pour cette raison qu'elles sont hospitalisées, pour leur propre protection. Elles peuvent sembler intimidantes au début, avec leurs paroles incohérentes ou leurs obsessions, mais ce sont souvent des âmes perdues, en souffrance, qui méritent toute notre compassion. Elles ne choisissent pas de vivre dans ce tourbillon de confusion et de délire, et elles sont souvent conscientes, au fond d'elles, que quelque chose ne va pas, même si elles n'arrivent pas à mettre de mots sur ce qui se passe. J'ai été diagnostiqué schizophrène il y a quelques années. Je n'entends pas de voix, seulement des bruits. Des sons qui me font douter de la réalité, comme un robinet qui goutte, des bruits de fenêtres frappées par le vent, des pas qui résonnent dans les couloirs, des portes qui claquent. Et il y a toujours, quelque part, un son de télévision allumé. Un murmure constant qui emplit l'air, même quand l'écran est éteint. Je pense que le premier événement marquant est arrivé quand j'avais 20 ans. À cette époque, je vivais en colocation. Une nuit, alors que je luttais pour m'endormir, j'ai commencé à entendre une radio jouer de la musique très forte à l'extérieur. C'était une sorte de rock endiablé, comme si quelqu'un avait décidé de donner un concert impromptu sous ma fenêtre. Ça a duré une bonne heure, peut-être 2. J'étais au bord de l'explosion, les nerfs à vif. Finalement, j'ai craqué. J'ai bondi hors de mon lit, traversé l'appartement en furie, dévalé les escaliers et ouvert la porte d'entrée en hurlant, prêt à demander à ce voisin insupportable de couper la musique. Mais dehors, il n'y avait rien. Pas un bruit. Aucun son de radio, seulement le silence pesant de la nuit. La rue était déserte, immobile. J'ai ressenti un froid glacé m'envahir, une sorte de vertige. Mon colocataire est sorti de sa chambre, grognon, en me reprochant de l'avoir réveillé pour rien. Je me suis retrouvé là, stupéfait, incapable de lui expliquer pourquoi j'étais si certain de ce que j'avais entendu. Mais en réalité, ce n'était pas la première fois que quelque chose clochait. Bien avant cet incident avec la radio, j'avais déjà commencé à voir des silhouettes sombres lorsque je conduisais. Je les appelais les ombres passantes. Elles surgissaient de nulle part et traversaient la route comme des piétons ordinaires. Des femmes tenant la main d'un enfant, des hommes poussant des caddies de supermarché, tous faits d'ombre. Je freinais brusquement chaque fois, le cœur battant à tout rompre, craignant de les percuter. Mais dès que je m'arrêtais, il n'y avait personne. Juste le vide. Puis, il y a cette autre chose, encore plus dérangeante, les fichues caméras. Chaque pièce, chaque endroit où je me trouve, je suppose qu'il y a une caméra cachée. La plupart du temps, elles sont dissimulées dans les conduits d'aération. J'imagine leur lent mouvement panoramique qui suit mes gestes, capte mes moindres faits et gestes. Je ne peux jamais me débarrasser de cette impression que quelqu'un m'observe. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui me regarde. Je souffre d'un trouble schizo-affectif de type bipolaire. Voilà à quoi ressemble une journée normale pour moi. Entrer dans une pièce et se sentir immédiatement plongé dans un film d'horreur. Une musique sinistre commence à résonner, venant de nulle part, emplissant l'air de menaces invisibles. La pièce semble s'assombrir, les murs se referment autour de moi. Des frissons me parcourent, ma peau se hérisse, et mon cœur bat à une vitesse telle que j'ai l'impression qu'il va exploser.
Je sais qu'ils arrivent, qu'ils vont surgir d'un moment à l'autre et m'attaquer. Mais je ne peux pas bouger, je suis paralysé par la peur. Chaque minute me semble une éternité. Puis, soudainement, les lumières redeviennent normales, la musique s'évanouit, et la peur disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Je secoue la tête, me reprends, et retourne chercher cette tasse de café que je voulais prendre. Laver la vaisselle tard le soir. Tout est calme, silencieux. Mon regard se porte, juste un instant, vers la fenêtre. La lune semble soudainement devenir énorme, gonflée au-delà de toute logique, comme si elle allait avaler le monde entier. Je m'arrête, les mains tremblantes, l'eau coule encore sur les assiettes. Puis la lune change, elle devient un œil immense et hideux, un œil sans paupières, qui me fixe. Je veux crier, mais avant même que le son ne sorte de ma gorge, l'œil disparaît. La lune redevient normale. Je me tiens là, figé, le souffle coupé. Tout est à nouveau comme avant. Parler avec ma meilleure amie. On rigole, on se raconte nos vies, et tout se passe bien. Puis, tout à coup, elle me sourit et me traite de « sale traînée dégoûtante ». Elle ajoute qu'elle ne veut plus jamais me revoir. Je reste figé, la bouche ouverte. Oui, je hurle, le sang battant à mes tempes. Elle me regarde, stupéfaite, plus perdue que moi. Mais, je n'ai rien dit. Marcher dans la rue. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Chaque pas que je fais me semble pesant. J'ai l'impression que tous les regards sont tournés vers moi, que tout le monde me fixe, me juge. Je les entends murmurer sur mon passage. Mon estomac se noue. Je me tourne vers mon partenaire et lui dis que je vais aller confronter ces gens, leur demander pourquoi ils parlent de moi. Il me regarde, l'air inquiet, et murmure doucement « Chérie, personne ne parle de toi. » Avoir un moment d'intimité avec mon partenaire. Tout se passe bien, on est tous les deux dans l'instant, profitant du moment. Puis, soudainement, j'entends sa voix changer, comme celle d'un enfant, et dire « Je suis désolé ». Le ton enfantin et aigu me glace et me sort complètement de l'instant. Je n'ose rien dire sur le moment, mais plus tard, une fois que tout est terminé, je lui demande ce que ça voulait dire. Il me regarde, choqué, manquant de tomber du lit. Il me jure qu'il n'a jamais dit ça. Essayez de dormir. Je suis épuisé, alors je ferme les yeux. Aussitôt, un visage apparaît, celui d'un clown, à quelques millimètres de mon visage. Il me sourit d'un sourire menaçant, dévoilant ses crocs pointus. Je rouvre les yeux en sursaut. Rien. Personne. Je soupire, ferme les yeux à nouveau. Le clown est toujours là, plus proche encore. Ses yeux sont deux flammes brûlantes, des abîmes de feu qui me fixent. J'ouvre les yeux, frustré. Je passe 2 heures à lutter contre ce cauchemar éveillé avant que le visage ne disparaisse enfin, me laissant complètement vidé. Et ce ne sont là que quelques exemples des expériences que je dois traverser quotidiennement. Ce n'est pas une blague. Mes hallucinations sont terrifiantes, chaque jour, sans répit. J'envie ceux qui ont des hallucinations agréables, des illusions de grandeur ou des rêves où ils se sentent puissants ou invincibles. Au moins, ils peuvent en tirer quelque chose de positif, même temporairement. Mon cerveau, lui, semble déterminé à me plonger dans un cauchemar permanent. Il me fait vivre un enfer alors que je suis éveillé, et lorsque je m'endors, il continue de me tourmenter avec des visions horrifiques. Je ne peux jamais m'échapper. Il n'y a aucune pause. La terreur me suit partout, elle s'immisce dans chaque instant de ma vie, que je sois éveillé ou endormi. Mon quotidien est un mélange de peur, d'angoisse et de confusion. C'est épuisant, c'est injuste, et ça me donne envie de hurler. Alors, s'il vous plaît, si quelqu'un vous parle de ce qu'il traverse, soyez patient, ne le rejetez pas. N'essayez pas de minimiser sa souffrance ou de la réduire à un simple caprice. J'ai des antécédents familiaux de schizophrénie, donc cette possibilité me terrifie un peu. Parfois, je rêve que je suis quelqu'un d'autre, une personne complètement différente. À d'autres moments, j'entends des bruits étranges, des cris, des explosions quand je suis à moitié endormi. En fait, c'est comme si je rêvais sans arrêt dès que je dors. C'est épuisant, parce que j'ai l'impression de ne jamais avoir de pause ou de répit, même lorsque je devrais être en train de me reposer. Je ne sais pas vraiment si tout ça veut dire quelque chose,
s'il s'agit de signes avant-coureurs ou simplement de rêves plus intenses que d'habitude. Mais ça m'inquiète. Je ne peux pas m'empêcher de me demander, est-ce que ça pourrait être un début ? Lorsque je me réveille après ces rêves, c'est comme si je transportais un morceau de cette autre réalité avec moi. Je me souviens parfois de détails précis, des conversations, des lieux, des sensations. Tout est si clair, si tangible, mais ce n'est pas ma vie. Ce sont des fragments de monde qui n'existent que dans mon esprit. C'est comme vivre plusieurs existences en parallèle, chaque nuit, sans jamais pouvoir en sortir complètement. Je me demande si ce sentiment de perte de repère est normal. Est-ce que tout le monde a l'impression de se réveiller avec un pied dans un autre univers ? Parfois, quand je raconte ces expériences à des amis ou à des proches, ils me disent simplement que je suis une personne qui rêve beaucoup, rien de plus. Mais ils ne savent pas à quel point c'est perturbant de ne jamais pouvoir échapper à ces rêves. Même dans cet état de demi-sommeil, ces bruits, ces cris, ces explosions me paraissent si réels. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de briser cette frontière entre le rêve et la réalité. Ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas savoir où cela pourrait mener. Ces rêves constants, cette impression de ne jamais vraiment être ici et maintenant, est-ce que c'est un avertissement ? Je ne peux pas m'empêcher de penser à ma famille. Ces histoires d'oncles et de tantes qui ont sombré dans un monde que personne d'autre ne pouvait voir. J'ai entendu des récits, des murmures de conversations qui disaient qu'eux aussi, au début, avaient des rêves intenses, des visions furtives. Je me rassure en me disant que je suis conscient de ce qui se passe. Que je sais faire la différence entre le réel et l'irréel. Mais pour combien de temps encore ? Alors oui, ça m'inquiète. Pas assez pour consulter, mais juste assez pour me rendre nerveux chaque fois que je vais me coucher, chaque fois que je plonge dans ce sommeil où je deviens quelqu'un d'autre. J'étais en seconde au lycée quand c'est arrivé. Ça faisait déjà un moment que j'entendais des voix, au point où je commençais presque à m'y habituer, à accepter que j'entendais des choses que les autres ne percevaient pas. Ça ne me dérangeait pas autant que ça aurait dû. Je me souviens d'un jour en particulier où j'étais en cours, et je me suis levé pour aller aux toilettes. Rien de bien particulier jusque-là. Mais à peine avais-je franchi la porte de la salle de classe que je l'ai vu, un homme, sans visage, debout dans le couloir, face à moi. Mon premier réflexe a été de penser que mes yeux me jouaient des tours. Alors, j'ai cligné des yeux, secoué légèrement la tête, espérant que la vision s'évanouisse. Quand j'ai rouvert les yeux, il n'était plus là. Le couloir était vide et silencieux, comme d'habitude. C'était impossible qu'il ait bougé si vite sans que je l'entende. Pourtant, il avait disparu. Je me suis dit que c'était un peu bizarre, mais sans plus. Je suis allé aux toilettes, en plaisantant intérieurement, « Oh, super, maintenant je commence à voir des trucs. » Mais quand j'ai atteint la porte des toilettes, il était de nouveau là. Planté dans l'encadrement de la porte, sans bouger, toujours sans visage. J'ai d'abord ressenti une pointe de curiosité, comme un scientifique qui observe une anomalie. Je me suis dit que peut-être il portait simplement un masque, quelque chose qui masquait ses traits. Alors, j'ai demandé poliment s'il pouvait se pousser pour que je puisse entrer. C'est à ce moment-là qu'un autre élève est sorti des toilettes, me regardant comme si j'étais fou. « À qui tu parles ?» m'a-t-il demandé, tout en passant à travers l'homme sans visage, comme s'il n'était qu'un nuage de fumée. J'ai figé sur place, incapable de parler. Qu'est-ce qu'on est censé dire dans une telle situation ? L'élève m'a lancé un regard bizarre, puis il a haussé les épaules et est parti. Pendant ce temps, l'homme sans visage s'est simplement déplacé sur le côté pour me laisser passer, comme s'il avait compris ma demande. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis avancé, les yeux rivés sur lui, et j'ai contourné sa silhouette avec le plus d'espace possible entre nous. Chaque pas me semblait durer une éternité. Je suis enfin entré dans les toilettes, mais je n'étais pas seul. L'homme sans visage m'avait suivi. À ce moment-là, une fille est entrée à son tour. J'ai commencé à lui dire qu'elle s'était trompée de salle, c'était les toilettes des garçons, après tout, mais c'est alors que j'ai réalisé, elle non plus n'avait pas de visage. Juste un lisse ovale de peau, dépourvu d'yeux, de bouche, de nez. Ils ont commencé à marcher vers moi. Je suis resté paralysé quelques secondes, mon esprit refusant de comprendre ce qui se passait. Puis la panique m'a submergé.
J'ai couru me réfugier dans une cabine et je me suis mis à pleurer, la peur m'étreignant de toutes parts. C'est là que la vérité m'a frappé, j'étais en train de perdre la tête. Ces choses n'étaient pas réelles. Ça ne pouvait pas l'être. Personne d'autre ne les voyait. J'étais fou, tout simplement. Je suis resté caché dans la cabine, à sangloter, incapable de sortir. Le temps semblait se dilater, chaque minute ressemblant à une heure. Je n'ai ouvert la porte qu'après l'arrivée du personnel scolaire, qui m'a gentiment convaincu de sortir. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Comment aurait-il pu? Moi-même, je n'avais pas de réponse. J'étais juste ce gamin en pleurs, qui disait avoir vu des fantômes sans visage. Depuis ce jour-là, ces deux silhouettes continuent de réapparaître de temps en temps. J'ai obtenu mon diplôme, j'ai déménagé, mais peu importe où je vais, ils finissent toujours par me retrouver. Ils ne parlent jamais. Ils ne bougent même pas souvent. Ils se contentent d'apparaître, d'être là, comme une sorte de rappel silencieux de ce qui se cache dans mon esprit. C'est presque devenu une routine. Ils ne m'effraient plus autant qu'avant. Enfin, pas autant qu'à cette première rencontre. Je travaillais de nuit, de 22h à 6h, et mon bureau était situé tout près de la chambre d'une femme diagnostiquée schizophrène sévère. Pendant mes gardes, j'entendais ses hurlements, incessants, déchirants. Elle criait et criait toute la nuit. Ça résonnait dans les couloirs silencieux, glaçant le sang de quiconque passait par là. À chaque fois, je venais m'asseoir à côté d'elle. Je lui tenais la main et lui demandais doucement si quelque chose la terrifiait. Elle tremblait, son regard fixé sur les coins obscurs de sa chambre. Là-bas, dans les ombres, elle voyait des gens qui l'attendaient. Ils se tenaient immobiles, observant, leurs visages se déformant en grimaces monstrueuses. Elle les entendait rire, un rire sournois et cruel, qui emplissait toute la pièce. Et ce n'était pas tout. Elle sentait des rats, des dizaines de rats, grimper le long de son corps, leurs griffes s'enfonçant dans sa peau. Pire encore, elle ressentait ces créatures pénétrer en elle, la dévorant de l'intérieur, mordant ses organes, rongeant sa chair. Elle sentait leurs petites pattes se déplacer sous sa peau, leurs morsures vives et brûlantes, et elle criait, secouée de convulsions de dégoût et de douleur. Les rats ressortaient par ses yeux, leur pelage sale et humide lui obstruant la vue. Elle me décrivait tout cela d'une voix tremblante, avec des larmes de terreur coulant sur son visage. Le plus déroutant avec cette patiente, c'était qu'elle était encore relativement lucide. Elle pouvait tenir des conversations sensées, plaisanter, et elle avait même un sens de l'humour incroyable. Elle savait parfaitement que ce qu'elle voyait et ressentait n'était pas réel. Elle me disait, presque en riant, « Je sais que ces rats ne sont pas vraiment là, mais mon Dieu, on dirait que oui. » C'était ça, la cruauté de sa maladie, même consciente de l'illusion, elle était incapable d'y échapper. Ces hallucinations étaient réelles pour elle, à un niveau presque physique. Avoir la conscience que ce n'était que des visions ne les rendait pas moins terrifiantes. Sa lucidité n'atténuait en rien la terreur viscérale de ce qu'elle endurait. Au fil du temps, j'ai vu cette frontière entre le réel et l'irréel se dissoudre pour elle. Peu à peu, elle a cessé de discerner ce qui était vrai de ce qui ne l'était pas. Les hallucinations l'ont engloutie, et tout ce qui l'entourait s'est transformé en un cauchemar sans fin. Elle n'arrivait plus à me dire si j'étais vraiment là, ou si j'étais une autre vision née de son esprit torturé. Elle est décédée il y a quelques mois. Je l'ai accompagnée pendant 2 ans, et son absence me pèse encore. Elle me manque terriblement. Je revois encore son sourire fatigué, le ton léger qu'elle prenait parfois pour me décrire les horreurs qui l'entouraient. Elle savait que son esprit la trahissait, mais elle se battait avec une dignité incroyable. Ce qui me réconforte, c'est de savoir qu'elle ne souffre plus, que les cris ont cessé et que ces visions cauchemardesques ne l'assaillent plus. Je n'ai jamais eu d'hallucination, mais j'ai eu des délires. C'est comme si, un jour, tu découvrais quelque chose d'une importance capitale. Et c'est évident que c'est vrai. Tu es quelqu'un de rationnel, alors tu passes tout en revue, tu analyses toutes les preuves avec minutie, à la recherche de biais ou d'explications alternatives. Mais à chaque fois, tout s'aligne parfaitement. Tout a du sens. Ça semble si clair, si logique. Et pourtant,
lorsque tu en parles à d'autres personnes, personne n'arrive à la même conclusion que toi. Certains haussent les épaules en disant « Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé ». Et alors ? D'autres proposent une explication banale, comme si ce que tu voyais n'était qu'une coïncidence. Mais c'est difficile de croire que les gens autour de toi expriment vraiment ce qu'ils pensent. Comment pourraient-ils ne pas voir l'évidence ? Ce que tu as observé est tellement flagrant qu'il te paraît impossible que les autres ne le remarquent pas. C'est tellement évident que, pour toi, il devient plus plausible de penser que tout le monde te ment. Qu'il y a forcément une raison pour laquelle ils prétendent ne pas voir la même chose que toi. Peut-être qu'ils complotent contre toi, qu'ils essaient de te tromper d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il doit y avoir une explication au fait qu'ils refusent de reconnaître ce qui saute aux yeux. Tu pourrais peut-être l'ignorer et passer à autre chose si ce que tu remarquais était trivial. Si tout le monde te disait que le ciel est vert alors que toi, tu le vois bleu, tu hausserais les épaules et continuerais ta vie. Mais les choses que les gens semblent feindre d'ignorer autour de toi sont bien trop importantes. Les chansons à la radio parlent toujours de ce que tu as fait récemment et contiennent des messages cachés. Parfois, ce sont des menaces. D'autres fois, des rappels que tu es constamment observé, surveillé jour et nuit. Ou encore des appels à l'aide. Les célébrités à la télévision ou sur YouTube parlent de toi sans jamais dire ton nom. Tu as peur de dire quelque chose de travers, peur de faire la moindre erreur, car tu es persuadé que les gens qui te surveillent te puniront, comme ils l'ont toujours fait. Parfois, tu te demandes si tu es fou, alors tu essaies de désobéir à ceux qui te surveillent. Tu décides d'aller te promener sans vérifier à la radio ou à la télévision si c'est autorisé. Ou bien tu penses révéler un secret gouvernemental qu'ils t'ont transmis et qu'ils t'ont ordonné de ne jamais partager. Alors ils se mettent en colère, furieux. Ils jouent une chanson dont les paroles sont, d'une manière ou d'une autre, on va te trouver, on va te chercher, te chercher, te chercher. Suivi de « Seuls les bons meurent jeunes », puis « Jump » de Van Halen. Tu te creuses la tête, cherchant une autre interprétation de ce message. Mais il n'y en a pas. Il est clair qu'ils te promettent de te torturer et de te tuer pour ta désobéissance, et que ton seul échappatoire serait de trouver un immeuble haut et de sauter. Tu as toujours l'impression d'être à deux doigts de tout comprendre. Tu ignores pourquoi autant de gens, y compris des célébrités, ont décidé de se focaliser sur toi, pourquoi tout le monde autour de toi est complice et ment sur ce qu'il voit. Mais tu sens que tu es si proche de découvrir pourquoi tu as été choisi, ce qu'on attend de toi. Tu vas sauver le monde, c'est sûr. On t'a averti que des bulles économiques allaient éclater, provoquant un effondrement économique, suivi d'une révolution violente. Veulent-ils que tu prennes la tête de cette révolution ? Ou au contraire, que tu l'empêches ? Quel est le but de te mettre en hôpital psychiatrique tous les 2 mois ? Pourquoi te menacer ? Pourquoi cacher ces messages à la vue de tous ? Tant d'incertitudes sur certains aspects, et pourtant, d'autres paraissent d'une clarté absolue. Puis, pour moi, aussi vite que cela est venu, tout s'effondre. Les chansons redeviennent de simples chansons. Les émissions de télévision ne sont que des programmes comme les autres. Plus personne ne se soucie de toi, et encore moins de te tuer. Les carnets où tu notais tes pensées, autrefois si précieux, ne sont plus qu'un ramassis de gribouillages incompréhensibles. Tu comprends pourquoi tout le monde s'inquiétait pour toi, pourquoi il n'arrivait pas aux mêmes conclusions. Parce que, seulement maintenant, tu vois à quel point tout était déraisonnable, à quel point tu étais dans le délire. Tu te sens enfin en sécurité, soulagé de voir que personne ne t'a jamais réellement fait de mal physiquement, et que les membres de ta famille décédés sont bien morts de cause naturelle, comme les médecins l'avaient dit, et non pas assassinés. Je suis schizotypique. Quand j'avais 12 ans, j'ai brusquement arrêté d'aller à l'école. Je ne saurais pas vraiment dire ce qui m'a poussé à arrêter, si ce n'est peut-être une sorte d'instinct qui me disait que quelque chose n'allait pas. Je ressentais une gêne permanente, un malaise profond qui s'amplifiait chaque jour. C'était comme si tout, même les interactions les plus simples, me demandait un effort surhumain. Pourtant, il ne s'était rien passé de particulier, aucun événement marquant, aucun incident. C'est juste que, du jour au lendemain, je ne voulais plus faire partie de ce monde, de cette routine scolaire, et je me suis lentement laissé glisser dans la dépression. En y repensant, je pense que ce grand malaise et ce sentiment étrange de ne pas être comme les autres étaient les premiers signes.
J'étais un enfant tout à fait normal, de l'extérieur, avec une famille aimante et des amis. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette impression diffuse qu'il y avait quelque chose de décalé, chez moi, quelque chose qui n'allait pas. J'avais l'impression de jouer un rôle, de faire semblant d'être comme tout le monde alors que, silencieusement, quelque chose clochait. Je me souviens aussi des pensées paranoïaques qui me hantaient. Je croyais sincèrement que j'étais plus âgé que ce que mes parents me disaient. Comme si on m'avait menti sur ma véritable date de naissance. Et parfois, les gens autour de moi semblaient irréels, presque caricaturaux. J'avais l'impression de vivre dans un monde où tout le monde, y compris mes proches, étaient des personnages en carton, plats et sans profondeur. Je me demandais souvent s'ils étaient réellement humains ou juste des sortes de projections. C'était absurde, et en même temps, j'étais convaincu que personne ne m'aimait vraiment, même si j'avais plein d'amis. Il y avait aussi ces sensations physiques étranges. Parfois, ma langue semblait devenir énorme dans ma bouche, comme si elle gonflait sans raison. Mes pieds, quant à eux, semblaient s'éloigner l'un de l'autre, comme s'ils étaient à des kilomètres de distance, alors que je pouvais clairement les voir côte à côte. Ce genre de sensation n'a aucun sens et, étant enfant, je ne savais pas du tout que ce n'était pas normal. Je n'en parlais à personne, parce que je ne savais même pas comment mettre des mots sur tout ça. Ce n'est que lorsque j'ai arrêté d'aller à l'école que mes parents ont compris qu'il y avait un problème plus sérieux. Quelques années plus tard, j'ai suivi une formation psychoéducative en psychiatrie, je ne suis pas sûr que ce soit le terme exact en français, mais ça consiste à apprendre à mieux comprendre ces troubles. Cette formation m'a vraiment aidé à repérer les signes avant-coureurs typiques de la psychose. J'ai appris à identifier les moments où mon esprit commence à dérailler, quand mes pensées se font trop envahissantes, trop étranges, et quand je dois prendre du recul pour éviter de sombrer. J'ai bien quelques hallucinations mineures, mais elles sont faciles à ignorer. Elles peuvent me surprendre par moments, mais elles sont plutôt inoffensives. Par exemple, je vois parfois des papillons noirs voler partout dans la maison, ou encore un homme immobile dans mon jardin. Ce genre d'apparition me laisse un peu perplexe, mais comme elles ne me causent pas de mal, j'arrive à les accepter sans trop de difficultés. J'ai également des hallucinations auditives constantes si je reste dans le silence, alors, je ne reste jamais dans le silence. J'ai l'habitude de toujours avoir un bruit de fond. Je mets souvent des streams sur Twitch en arrière-plan quand je travaille en ligne, ou bien je laisse tourner une vieille série sur Netflix pour m'endormir le soir. J'ai même téléchargé quelques albums de Tori Amos sur mon téléphone et ma tablette pour pouvoir écouter de la musique et me sentir apaisé, peu importe où je me trouve. Les sons que j'entends ne sont pas des voix agressives ou effrayantes. J'ai lu récemment une étude intéressante qui montrait que le type d'hallucination auditive que les gens ont dépend souvent de leur culture. Par exemple, les personnes schizophrènes en Indonésie ou au Ghana entendent souvent les voix de membres de leur famille ou d'amis, et les décrivent comme encourageantes ou légèrement agaçantes. À l'inverse, ceux qui entendent des voix aux États-Unis parlent presque toujours de voix négatives. Personnellement, je suis une exception. Je n'entends pas de voix me critiquer ou me dire que les gens me surveillent. En fait, la plupart du temps, je n'entends pas de voix claire du tout. C'est plus comme le bruit d'une réception lointaine, comme s'il y avait une fête derrière quelques portes fermées. Je perçois des rythmes de conversation sans jamais pouvoir saisir les mots. J'entends aussi de la musique, des morceaux de piano, des percussions, et même une fois une chanson de rap si belle que j'en ai pleuré, parce que je savais que je ne pourrais jamais m'en souvenir ni la reproduire. Quand il m'arrive d'entendre des gens parler, ils sont souvent inoffensifs et désintéressés par ma présence. La dernière fois, c'était 2 hommes qui débattaient d'un horaire de bus dans le Kentucky. Rien de bien alarmant. Par contre, il m'arrive parfois d'avoir des difficultés à parler. C'est comme si quelque chose dans le langage se déconnectait. C'est étrange, comme si un mur se dressait dans ma bouche et que les mots devaient grimper pour en sortir. Mes capacités de traitement du langage s'effondrent et je lutte pour exprimer des idées simples avec des mots basiques. C'est frustrant, surtout quand j'essaie de communiquer avec quelqu'un. Les mauvais jours, c'est une autre histoire. Les règles habituelles s'envolent. Ces jours-là, je subis de véritables délires. Un délire, c'est une croyance que l'on maintient malgré des preuves contraires, ce qui rend impossible de savoir qu'on en a un au moment même où il se produit. C'est un état d'esprit tellement différent, comme être dans un rêve plus réel que la réalité elle-même. C'est difficile à expliquer,
mais c'est une perception fondamentalement différente, un état étrange mêlé d'anxiété et d'angoisse. Seule une minorité de personnes schizophrènes ont des délires, et certains types de délires sont plus fréquents chez les gens souffrant d'autres troubles, comme les lésions cérébrales traumatiques. À une époque, j'avais des délires de Capgras, je pensais que mon petit ami de l'époque avait été remplacé par un extraterrestre. C'était terrifiant et je n'avais aucune idée que ça n'était pas réel. Aujourd'hui, mon seul délire récurrent est celui où je crois que ma maison s'est détachée de la réalité et flotte désormais dans l'espace. Je suis convaincu qu'il faut que je reste à l'intérieur, sinon, il y a ce sentiment étrange d'être en apesanteur, un mélange de désespoir et de résignation. Ces jours-là, je me contente de m'allonger sur le lit et de flotter dans l'immensité spatiale imaginaire de ma chambre. En résumé, il y a de bons jours et de mauvais jours. Les bons, je peux vivre presque normalement avec des hallucinations que je tolère, et les mauvais, je me perds complètement dans des délires si intenses que je n'arrive plus à discerner la réalité de l'imaginaire. C'est comme si ma vie se déroulait entre ces deux extrêmes, sans jamais pouvoir me stabiliser complètement. Tout a commencé une soirée d'octobre, dans ma petite chambre d'étudiant. Je me souviens encore du faible éclat de la lampe de bureau qui projetait des ombres floues sur les murs. Il était peut-être 22 heures, et j'étais en train de parcourir mes notes pour un examen imminent. L'appartement était étrangement silencieux, inhabituellement vide. Mon colocataire n'était pas rentré, et je savais que j'étais seul. Pourtant, je ne me sentais pas seul. Je n'arrivais pas à me concentrer sur les lignes du manuel. Un malaise diffus commençait à me gagner, une sensation que quelque chose ne tournait pas rond. J'avais l'impression étrange d'être observé. Je me suis retourné plusieurs fois, espérant voir quelqu'un ou quelque chose. Mais il n'y avait rien. Juste le silence de la pièce et le faible tic-tac de l'horloge sur le mur. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et ma respiration est devenue irrégulière. Puis, j'ai entendu les premiers chuchotements. Ils étaient lointains, comme si quelqu'un murmurait dans une pièce voisine. Je me suis levé et suis allé jusqu'à la porte, tendant l'oreille. Mais il n'y avait personne dans le couloir. En retournant m'asseoir, j'ai compris que ces murmures ne venaient pas de l'extérieur. Ils étaient dans ma tête. Des voix subtiles, presque imperceptibles, qui décrivaient chacun de mes mouvements avec une précision effrayante. « Regarde, il a cligné des yeux encore, une fois, 2 fois. Il tremble, tu le vois ? Regarde comme il est tendu. » J'ai commencé à paniquer. Mon cœur s'est emballé, et la sueur a commencé à perler sur mon front. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était comme si quelqu'un me surveillait, en permanence. Les voix se sont faites plus fortes, s'entremêlant, se superposant, et formant un bourdonnement incessant. Je me suis levé, trébuchant presque sur le tapis, et c'est là que j'ai vu les premiers yeux. Ils n'étaient pas humains, ces yeux. Ils avaient la forme de caméras. Des petits cercles sombres, entourés de métal, qui émergeaient lentement des objets les plus banals de ma chambre. L'horloge, la télécommande, le canapé, même la tasse posée sur mon bureau semblait me fixer, enregistrer chacun de mes gestes. Une terreur froide m'a envahi, me paralysant sur place. Je savais, à ce moment-là, que j'étais piégé dans un immense programme de surveillance. Je ne pouvais plus bouger. Mes jambes refusaient de m'obéir. Chaque objet, chaque recoin de la pièce était devenu un œil omniprésent, et je me sentais totalement dénudé, exposé. Les murmures chuchotaient maintenant plus fort, avec une insistance moqueuse, « il sait qu'on le regarde. Il commence à perdre le contrôle. » J'ai tenté de fermer les yeux pour échapper à cette horreur, mais c'était encore pire. Les voix se sont mises à hurler dans ma tête, à se superposer, formant un cri déchirant. Les caméras se multipliaient, apparaissant même derrière mes paupières fermées. Un éclair de douleur s'est abattu sur mon crâne, et j'ai commencé à crier. Hystériquement. Comme si le seul moyen de me libérer de cette emprise était de vider mes poumons jusqu'à ce que tout explose autour de moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai crié. J'ai simplement entendu quelqu'un frapper à la porte, fort, presque à la défoncer. Une voix angoissée essayait de me parler, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait. Je me souviens seulement du sentiment de terreur qui montait encore plus fort. Je voulais fuir, mais il n'y avait nulle part où aller.
Quelques instants plus tard, j'ai senti qu'on me tirait hors de la pièce. Des visages flous se penchaient sur moi, leurs expressions pleines d'inquiétude. Et puis, le noir complet. Plus de voix, plus de murmures, plus de caméra. Juste le néant. Je me suis réveillé dans une pièce blanche, entourée de lits, d'appareils qui bipaient doucement. On m'a dit que j'avais été admis aux urgences psychiatriques. 3 jours ont passé avant qu'un médecin vienne me parler. Schizophrénie, a-t-il dit. Un mot qui résonnait dans ma tête sans que je puisse en saisir le sens. J'étais confus, perdu. On m'a expliqué que c'était une maladie mentale qui affectait la perception de la réalité, que les hallucinations et les délires faisaient partie des symptômes. Ce n'est que des semaines plus tard que j'ai appris, de ma mère, que mon arrière-grand-mère souffrait de la même chose. Je ne l'ai jamais connue, mais on disait qu'elle voyait des choses que personne d'autre ne voyait. Et qu'elle entendait des voix aussi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.